Et les 4 premiers soirs, je la couchais le soir et elle pleurait pendant 4 heures, 5 heures. Je peux vous dire que je pleurais avec elle. Je m'en voulais. Je me trouvais sans cœur d'avoir enlevé cet enfant-là de son pays. C'était d'écraser les doigts avec des bottines, c'était de la pince en dessous des bras, de la pince aux parties génitales. C'était pousser en bas de l'escalier. Pousser en bas de l'escalier, même d'un deuxième. Les derniers tests qu'on a fait, on en a fait beaucoup, les derniers tests nous ont dit qu'il y avait l'hémisphère droit qui fonctionnait pas. Bonsoir, ici Anna Gravel. Bienvenue en Jeu. Cette semaine, quand l'adoption internationale tourne au cauchemar, le témoignage de parents démunis devant les problèmes des enfants qu'ils sont allés chercher au bout du monde. Et à la fin de l'émission, un clavardage sur le sujet de la semaine. Comme moi, vous avez sans doute déjà été très ému en voyant ces images de petites filles aux yeux bridés accueillies à bras ouverts par leurs parents adoptifs à l'aéroport de Dorval. Au Québec, ça fait plus de 10 ans que l'adoption internationale se fait à grande échelle. Et depuis ce temps, les médias n'ont parlé que des contes de fées. S'il est vrai que la majorité des cas tournent bien, il y a aussi l'autre côté de la médaille. C'est celui-là qu'on vous présente cette semaine pour la première fois à la télévision. L'histoire d'enfants qui traînent avec eux les séquelles de traumatismes psychologiques et physiques subis dans leur pays d'origine. En regardant le reportage de mes collègues Solveig Miller et Nicole Messier, on finit par se demander si les parents qui se lancent dans l'adoption internationale savent vraiment dans quoi ils s'embarquent. L'adoption internationale n'est pas toujours le conte de fées que présentent les médias. On a vu des parents tout à fait défaits à l'aéroport là, parce que face à ce qu'il y avait devant eux, là, un enfant de 10 mois qui pèse 9 livres, puis qu'il y a un gros ventre, puis qu'il y a la gale, puis que ils sont en état de choc. Ils sont pas préparés à ça, les parents. L'image de l'adoption internationale, qui est le contraire de ce que c'est l'arrivée d'enfants à l'aéroport, aux nouvelles, toujours montrées comme une bonne nouvelle, qui viennent juste de connaître, en fait, un papa et une maman, et qui retrouvent, en fait, le mononcle, ma tante et tout du jour au lendemain, et qui déjà viennent de briser un processus d'attachement important. C'est pas vrai qu'une fois rendu chez nous, là, il est correct, et puis qu'il vient d'échapper à quelque chose d'absolument énorme. Quelle était votre plus grande surprise? Ah, c'est qu'il n'a pas voulu me voir. Ça a été toute une surprise. C'est que quand il m'a vu, cet enfant-là, il s'est mis à hurler « Maman », puis c'était pas moi. Ce ne sont pas mes vrais parents. Ils remplacent mes parents. Ce sont des remplaçants, c'est ça. Mais je les appelle papa et maman par pur respect. C'est ça que j'ai rejeté ma mère. Je lui ai demandé là, pourquoi tu m'as amenée ici, puis t'es pas ma mère, puis... Je veux dire, elle a vécu des choses pas faciles. Là. J'ai vraiment pas été facile. J'ai une distance avec mes parents. J'ai toujours une distance que... Ça aurait été différent avec mes parents biologiques. J'aurais une plus grande, ça serait plus constant, on serait plus rattachés. Par exemple, mes parents adoptifs, on est distants parce que j'ai toujours le sens que je suis chez des étrangers un peu, que c'est des remplaçants. Des paroles qui font mal et qui rappellent que derrière chaque adoption se cache une déchirure. Pour que des parents puissent satisfaire leur rêve de donner une nouvelle vie à un enfant, il a d'abord fallu qu'il soit abandonné. C'est une blessure que les parents adoptants comprennent mal. Je dirais qu'il y a bien du monde encore qui disent « Ah, mon Dieu, que c'est un beau geste » et ces enfants-là devront donc être reconnaissants à leurs parents de les voir sortis de la misère. Les parents, vont chercher un enfant en Chine ou en République dominicaine ou partout. Puis ils ont leur bébé, là, ça devient leur enfant. Ils changent le nom, ils changent tout. Bon, toi, t'es mon enfant, appelle-moi maman du jour au lendemain. Les enfants de l'adoption internationale au Québec se dirigent tout droit vers l'adolescence. Le calcul est simple. Depuis 1990, une loi a fait débloquer tout le processus de l'adoption internationale. Depuis, plus de 12 000 familles sont allées chercher au moins un enfant à l'étranger. Virtuoses de la compassion, les Québécois, il semble que l'amour ne suffise plus. On dit toujours que l'amour peut tout sauver.
C'est souvent un mythe là, chez le parent adoptant. C'est pas vrai. On présente ça de façon un peu glamoureuse, rose bonbon, l'amour arrange tout, que c'est donc merveilleux, ces enfants-là ont besoin de famille, ces familles-là désirent des enfants, alors pourquoi pas les mettre ensemble? Mais le seul problème, c'est que les mettre ensemble, puis après ça, ils vont marcher sur la plage au coucher du soleil et tout va bien aller avec l'amour puis des bons soins. Sauf que il y avait toujours cette question de l'abandon qu'elle avait eu à 4 ans et demi, puis dont elle s'est absolument pas remise. Avec un groupe de collègues qui travaillent en psychologie, Diane Quévillon essaie de développer des outils afin de pallier au manque de ressources pour aider les parents, mais aussi les enfants de l'adoption internationale. Puis elle était charmante, fait qu'on lui disait, bien, elle fonctionne très bien. Mais cette petite fille-là, elle fonctionne, elle va à tout le monde. Ces professionnels sont aussi, pour la plupart, des mères adoptantes confrontées aux problèmes de leurs propres enfants. Je l'avais attendue 9 mois, puis à m'imaginer quelle joie ça serait de le prendre, puis je pouvais pas l'approcher. Je pouvais pas l'approcher, autrement que pour des soins. Je pouvais échanger la couche. J'ai d'ailleurs attrapé l'hépatite, mais je pouvais pas le câliner, je pouvais pas arriver avec lui et dire « Ah! » comme ça, là. Tout de suite, il s'apeurait puis se mettait à hurler. Ça a duré quelques mois. Son fils, né en Haïti, est arrivé à l'aéroport de Mirabel à l'âge de 13 mois. Il a mis plus d'1 an pour combler ses retards psychomoteurs. Âgé maintenant de 7 ans et demi, il veut connaître les raisons de son adoption. Comment ça se fait que sa mère l'a laissé? Il nous a même demandé récemment, est-ce que vous les auriez pas tués par hasard? Vous en vouliez tellement un? On leur a dit, on en voulait tellement un. On lui a dit, on en voulait tellement un petit garçon comme toi. On dit, oui, elle doit aller jusqu'à tuer mes parents. On a dit non. Non. Qu'est-ce qui fait que j'étais pas un beau bébé? Qu'est-ce qui fait que j'ai pu être si méchant pour qu'on ne m'ait pas nourri, ou pour qu'on m'ait battu, ou pour qu'on m'ait abandonné? Michel Lemay est un pédopsychiatre vers qui on se tourne en situation de crise. Comme la plupart des professionnels qui gravitent dans le milieu de l'adoption internationale, il trouve que les parents sous-estiment l'importance de l'histoire de la préadoption de leur enfant. L'enfant adopté, il a une histoire antérieure. Même s'il a été pris à 2 jours, il a une histoire antérieure, c'est-à-dire qu'il a été porté par quelqu'un d'autre, il a été rêvé par quelqu'un d'autre, il a peut-être été aussi rejeté par quelqu'un d'autre, mais il a été quand même finalement suffisamment accepté pour qu'il n'y ait pas d'avortement. Il y a encore, je dirais, beaucoup de mythes de dire si l'enfant ne s'en souvient pas cognitivement, hein? Il y avait 3 mois quand on l'a laissé sur un perron de poste de police en Chine ou qu'on l'a trouvé dans un marché au Guatemala. Donc, il n'a pas été traumatisé, il s'en souvient pas. Mais je m'excuse aux gens qui disent ça et qui ont des enfants. Je leur dis, bien, passez-moi votre fils de 6 mois, là. Je vais le laisser dehors sur un perron une nuit. C'est pas grave. Ben oui, voyons donc, il va être traumatisé. Ah, lui, il va être traumatisé. Votre fils va être traumatisé, mais la petite qui a été laissée sur un perron à Shanghai, elle ne sera pas traumatisée. Bon, ben alors je t'envoie ça, puis toi, tu vas faire... Joanne Lemieux, travailleuse sociale, s'est spécialisée en adoption internationale après avoir adopté 3 enfants à l'étranger. Dans sa pratique, elle s'est vite rendue compte du désarroi et de la solitude des parents qui sont peu ou pas préparés à confronter un enfant qui peut être malade, parfois déficient. Ça prend certaines habiletés parentales pour décoder pourquoi cet enfant-là a ce comportement-là, pourquoi il mange sans arrêt, pourquoi il a peur qu'on le laisse la nuit. Le gros bon sens ne suffit pas toujours pour décoder ça et surtout pas pour intervenir correctement. Il y avait une autre agence. Ceux qui adoptent ont tous été évalués comme étant potentiellement de bons parents. N'empêche qu'ils ne sont pas à l'abri de faux pas et de gaffes dès les premiers contacts. L'enfant, lui, au moment de ce choc-là, a besoin d'être sécurisé dans des choses très fondamentales. Est-ce que je suis en sécurité avec ces deux... La madame blonde qui parle bizarre, là, tu sais, puis qui sent bizarre, puis qui me touche bizarre, là. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais dormir? Est-ce que... Bon, l'enfant n'est même pas à vouloir créer un lien affectif, là. Il y a trop de vent. Ils vont monter derrière le cégep, puis ils vont... C'est important pour nous autres de diffuser comment faire à tous les parents. Que certains arrivent, par exemple, un lundi et que la semaine suivante, ils mettent leur enfant dans une garderie pour retourner dans le milieu du travail. Il n'y a rien de pire pour les enfants qui vont encore subir une rupture dans leur affection. L'adoption internationale reste une aventure extraordinaire. Et même si les parents savent qu'il y a un envers à la médaille,
il est probable qu'ils iraient de l'avant, tellement le désir d'avoir des enfants est fort. C'est Sabrina, la plus vieille, et Sarah. Ils viennent de Russie. C'est nos deux anges, c'est nos deux petites princesses. Elle était très, très, très petite. À 1 an, elle faisait 11 livres. Puis au niveau mental, intellectuel, qu'est-ce que vous pouvez observer? Sabrina, elle avait des retards. Puis elle en a peut-être, on ne sait pas. Là. Certains médecins nous disent qu'il n'y aura pas de problème. D'autres nous disent peut-être qu'il va y avoir des petits troubles d'apprentissage. Pierre-Antoine est arrivé au Canada il y avait 2 ans. C'est pas nous qui sommes allés le chercher en Roumanie, c'est une dame qui est venue l'escorter jusqu'à l'aéroport de Mirabel. On a accouché à Mirabel. Vous avez accouché à Mirabel? C'était encore ouvert dans ce temps-là. Vous saviez, en allant en Roumanie, que c'était des enfants qui avaient été particulièrement meurtris. On espère toujours que notre enfant, nous, ne l'est pas, mais disons que le risque est assez élevé. Avez-vous l'impression d'avoir été suffisamment informé? On n'est jamais assez. Puis c'est notre cœur, hein, c'est notre rêve. Puis c'est sûr que quand vous avez la proposition, ben là, c'est quasiment... C'est très, très difficile de dire non parce que c'est notre enfant. Quand on est en démarche d'adoption, on est un peu comme sur un nuage. Et puis, même s'il existe des avertissements, je crois qu'on n'est pas prêt à les écouter à ce moment-là. On est plus sensible à ça par la suite. Je crois que les parents ne sont pas en état à ce moment-là pour tout saisir. Mon mari et moi, on a revu nos films, on pleure, des fois on les regardait. Mais on a eu plus de bons moments. En tout cas, les bons moments l'emportent. Puis on se dit, des fois quand j'étais bien découragée, ma sœur me disait, ben si tu l'avais laissé là, au moins là, t'arrives peut-être pas à ce que toi t'aurais aimé arriver, mais si tu l'avais laissé là. Comme beaucoup d'enfants de l'adoption internationale, Georgie garde jalousement la seule photo de sa mère biologique. Jusqu'à 4 ans, il a vécu dans un orphelinat de Ceausescu en Roumanie. Est-ce que tu te souviens des gens là-bas? Oui, je me rappelle d'Athéna. C'est une personne que je trouvais qui était sévère, je me rappelle. Elle avait un bâton, il fallait se tenir tranquille. Et moi, ça me faisait peur de voir Athéna à côté de moi. Là. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'elle va faire là? Est-ce qu'elle va me blesser? Dans le jour tant attendu. L'histoire de son adoption ressemble à celle de milliers d'autres. C'est l'histoire d'un couple sans enfant, à l'aise financièrement, qui, vers la fin de la trentaine, a décidé de fonder une famille. Ici, on est dans un village, puis j'avais peur, si j'arrivais avec quelqu'un qui soit noir, que l'enfant ait de la misère. C'était mes propres peurs. C'est juste ça qui a fait que dire en Roumanie, ah, c'est des Blancs. Alors, on y va. Georgie est en bonne santé. Il n'a pas de défaut physique comme s'y attendaient ses nouveaux parents. Quand je revois la vidéo, là, je vois qu'il y avait facilement 3 ans de retard. Mais on ne pouvait pas savoir. Nous, on ne connaissait pas suffisamment les enfants pour ça. À peu près à la même époque, Marie Bouillet et Louis Marcotte vont eux aussi chercher le petit Camilo en Colombie. Eux non plus ne savent pas à quoi s'attendre. La meilleure image que je peux donner, c'est dur à dire, mais c'est... Imaginez-vous un petit poulet qui était en train de s'éteindre. Il avait 11 mois, il pesait 13 livres. Il avait des comportements qui nous semblaient être un peu comme un autiste. Il se branlait beaucoup la tête, il se regardait les mains, la langue sortie, il pleurait. Puis à force de se tourner de bord sur le lit. Il y a 85% des enfants du monde qui sont élevés dans des pays en développement. Je vois pas pourquoi, tout d'un coup, il y en aurait un là-dedans qui serait parfaitement beau, correct, sans maladie, étiqueté, qui serait bon pour l'étranger. Ça va?
Salut, ça va bien, oui? Selon le docteur Jean-François Chicoine, qui est au Québec un des grands spécialistes des enfants de l'adoption internationale, la malnutrition et les parasites sont souvent le lot des enfants abandonnés pour adoption. Il a constaté que ce sont la plupart du temps des prématurés ou des enfants de petit poids à la naissance. La décision que le parent a à prendre souvent, c'est pas d'aller dans tel ou tel pays, c'est souvent est-ce que je suis capable de prendre en charge la santé d'un ex-enfant de petit poids de naissance, né à 1000-1200 grammes, donc avec les problèmes orthopédagogiques ou au niveau des yeux que ça suppose. Pas parce qu'il est né en Géorgie ou en Ukraine, simplement parce que c'est un enfant de petit poids. Explique-moi comment tu t'es fait ça. Mais il y avait une activité à l'école. Tous les spécialistes consultés sont en accord sur un point. Les enfants de l'adoption internationale sont des survivants. Claire-Marie Gagnon, présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec, est formelle là-dessus. Survivre à un abandon, il y a un enfant sur 10 qui passe au travers. Les autres meurent. Hein? Vous savez ça, 9 enfants sur 10 meurent et se laissent dépérir, n'acceptent pas d'être nourris quand ils sont abandonnés. Oui, qui parle de la vie du beau temps. Oui, ça va. Une première étude québécoise sur le développement physique et psychologique d'enfants adoptés à l'étranger vient d'être réalisée. Ce qu'on peut voir, c'est que les enfants, quand ils arrivent, la plupart ont des retards, je dirais, au niveau du développement de la croissance physique. C'est-à-dire qu'ils sont petits et pas très grands pour leur âge, oui. Et aussi au niveau du développement cognitif et du développement moteur, on observe qu'ils obtiennent des scores sous la moyenne. Mais en 3 ans, tous les retards observés ont été comblés chez la grande majorité des 123 enfants participant à l'étude du laboratoire du nourrisson de l'UQAM, réalisée en collaboration avec le docteur Jean-François Chicoine. L'influence de la malnutrition, à long terme, elle est souvent nulle. On ne pense pas qu'il y ait nécessairement une influence négative sur l'évolution. C'est assez surprenant. Par ailleurs, un enfant qui aura été mal nourri dans le ventre de sa mère, donc né avec un petit poids, mal nourri pendant les premières années de sa vie, va avoir plus de problèmes. 4 à 5 fois plus de chances d'être un enfant hyperactif avec des problèmes de concentration. Il pourrait être moins intelligent et avoir différents problèmes au niveau du comportement. Aujourd'hui, Camilo ressemble à la plupart des adolescents de l'adoption internationale. Il est devenu un beau garçon en santé. Mais il a des problèmes de concentration et doit prendre du Ritalin pour réussir ses études. Regarde, celle-là est mûre. Moins de 2 ans après l'adoption du petit Camilo, 2 autres demandes d'adoption allaient se concrétiser dans la famille Bouillet-Marcotte. À quelques mois d'intervalle, 2 petites filles sont arrivées à Longueuil. Chafi, une Chinoise, et Rodeline, une Haïtienne de 18 mois. Avec mes amis, ce qui me fait le plus honte, c'est quand ma mère a dit « Bonjour, je suis la maman de Rodélie. » Oui, mais on ressemble tellement. C'est un enfant qui avait vécu dans la rue. C'est un enfant qui était habitué à se débrouiller toute seule. Elle a passé la première année avec sa mère, mais sa mère était mourante. Elle avait la tuberculose. Elle avait vraiment une coupure à faire du milieu où elle était à des parents qui parlaient français blanc, qui ressemblaient pas du tout au milieu dans lequel elle avait été. Forts de leur expérience avec les 2 premiers, les Bouillet-Marcotte se sentent confiants de ramener à la vie la petite Chafi, qui, contrairement à Rodeline, est une enfant amorphe, sans tonus musculaire. On nous a annoncé vers 3 ans et demi qu'elle était une déficiente intellectuelle. Et donc, à partir de là, elle était une déficiente légère. Là, c'est une déficiente moyenne. Avez-vous pensé à la placer? Placer? Non, la mettre en foyer d'accueil? Pas du tout. Le foyer d'accueil, c'est nous. C'est nous. Il y a 2 ans, Marie et Louis se sont tournés à nouveau vers l'adoption, mais cette fois d'un petit Québécois qui venait de perdre sa mère. On se voit plus comme accompagnateur des enfants. C'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup d'attentes vis-à-vis des enfants non plus. T'as peur vraiment de leur faire de la peine parce que j'ai l'assurance totale qu'ils m'ont voulu. Peut-être que les autres enfants qui sont nés de leurs parents, ils ont peut-être le doute que ça se peut que ce soit un accident d'un soir. On va être là tout le temps pour toutes les activités que les enfants ou toutes les phases du développement de l'enfant en tant que papa et maman. Ça, c'est certain. Mais si
si l'enfant est pas devant toi, puis papa, maman, c'est pas plus grave que ça. On est là pareil, là. Moi, je peux pas avoir le doute, j'ai pas le bénéfice du doute. Je sais parfaitement qu'ils m'aiment et qu'ils me veulent. Alors, les décevoir, c'est très dur, fait que je leur dois pratiquement la vie. Je dis que c'est une famille pas mal spéciale. Beaucoup de personnes qui nous disent ça, mais que c'est quand même une belle famille. Tu trouves que c'est une belle famille, toi? Oui, mais il manque juste le chien puis la piscine. Il est pas brillant, mais pourtant, il joue du piano. Comment ça se fait? Pour la mère de Georgie, la pilule a été dure à avaler. Sur le plan intellectuel, son fils restera toujours un petit enfant. Un moment, elle a même pensé mettre fin à ses jours. Il y a des journées où je me surveillais parce que je voyais des cordes partout. C'était moi qui étais en bas de la corde. Mais je le savais tout ce temps-là que je le ferais pas. Mais j'ai trouvé ça bien plate de me battre avec mon moi-même pour pas finir. Comme la grande majorité des enfants qui ont passé des années en orphelinat, Georgie a toutes les séquelles d'un enfant qui a longtemps été privé d'affection et de stimulation. Alors imaginez que cet enfant soit attaché pendant 2 ans sur son lit. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit le plafond, hein? Et puis il voit les bords de son lit. Alors les apports intellectuels qu'il reçoit sont donc extrêmement minimes. Les derniers tests qu'on a fait, on en a fait beaucoup, les derniers tests nous ont dit qu'il y avait l'hémisphère droit qui ne fonctionnait pas. Le grand problème actuellement en adoption internationale, c'est les enfants d'Europe de l'Est. La qualité des orphelinats n'est pas la même. Les enfants ont été souvent adoptés tardivement. Dans la Fédération de Russie particulièrement, il y a le syndrome d'alcoolisme fœtal qui est difficile à diagnostiquer, même par d'excellents médecins. C'est presque un enfant sur 10 qui naît, qui va avoir ce syndrome-là, donc avec une petite tête, un trouble développemental, un enfant qui est moins performant, qui a des problèmes moteurs, qui est aussi moins intelligent qu'un autre. On voulait un autre enfant aussi, même si on avait des problèmes avec Georgie, on voulait un autre enfant. Et puis avec Nicoletta, ça a été super bien, l'adoption. Ça, c'est mon père. Quand il est venu te chercher? Oui. T'étais petite, je pense. Quand j'avais 2 ans et demi. Nicoletta vient aussi de Roumanie. Ses parents la considèrent comme un cadeau de la vie. Mais elle aussi est soignée pour des problèmes de concentration. On est content d'avoir les deux. Même j'en voulais un 3e, mais là, quand j'ai pris la retraite, je voulais chercher un 3e, mais là, c'était trop difficile avec Georgie. On a arrêté l'adoption. Il était une fois les Ménard, une famille reconstituée de Rimouski de 4 enfants. L'aînée était même enceinte, sur le point de faire d'Hélène et d'André Ménard des grands-parents. Mais le couple voulait des enfants ensemble. L'adoption a été leur réponse. C'est en Chine qu'ils sont allés chercher leur petite Maggie. Un bonheur instantané. Il y a une grosse inondation en Chine, à ma Chine. Une grosse inondation dans ta Chine? On se sent tellement bien avec ces enfants-là, puis on les aime tellement, puis ils nous redonnent tellement au niveau de l'amour qu'on ne peut pas faire autrement qu'en chercher un 2e. Donc, on est retourné pour Jade. Cette fois-là, c'était un petit peu plus long. Jade était plus problématique. En tout cas, on dit que nous autres, on dit ça en riant. Ça y a pris à peu près 6 mois à nous adopter, nous autres. Ça. Là. Ouais, moi, je me posais le matin. Moi non plus. Moi non plus, je me posais le matin. J'ai 4 ans et je suis tout petit. Puis t'es ma tante à 4 ans. Donc, on la forçait pas. On n'est pas des gens qui vont forcer les enfants. Donc, on la forçait pas. On l'a plutôt laissé venir à nous. Wow. Elle est belle, hein? Je vais la partager. Tu veux la partager, t'es gentille. Jade choisit finalement de s'abandonner à sa nouvelle famille. Et les 2 petites semblent tout à fait adaptées à leur nouvelle vie. Il y a 2 ans, une connaissance des Ménard est à la recherche de familles dans la région pour une dizaine d'orphelins d'origine russe. Elle les a convaincus d'adopter une petite de 9 ans que nous appellerons Katia.
Quand on était chercher les petites au niveau de la Chine, c'était parce qu'on voulait des enfants. Mais pour cet enfant-là, c'est plutôt parce qu'on voulait donner une famille à cet enfant-là. Donc, ça s'est pas tout à fait... La dynamique de l'adoption, c'est pas tout à fait passé de la même façon, là. Pour Katia, qui a vécu en institution depuis sa plus tendre enfance, l'orphelinat est sa famille. Les Ménard, qui se présentaient comme papa-maman avec des cadeaux plein les bras, sentaient bien que la partie s'annonçait difficile. C'était, pour elle, l'orphelinat était sa famille, c'était ses amis, c'était tout ce qui la reliait à son passé, là. Tu sais, je me rappelle, elle est arrivée avec une petite sacoche. Puis, petite sacoche, il y avait 9 ans de sa vie, une petite sacoche, tu sais, 2, 3 petits collants, 2, 3 petites affaires. Puis quand on le levait la première fois, on s'est mis à pleurer, on a dit, mon Dieu. Puis la première fois que je l'ai vue, je dis, viens, ouais, maman. Puis elle était timide pour venir, puis je l'ai assise sur mes genoux. Même avant leur retour à Rimouski, André Ménard se doutait bien que quelque chose ne tournait pas rond. C'était une question de survie. En arrivant à l'aéroport, je me rappelle maintenant, là, tu te rappelles, j'avais éclaté en sanglots dans les bras de mon frère en disant « Ouf, il y a quelque chose qui ne marche pas ». Et on savait qu'il y avait quelque chose on appréhendait un petit peu là, à ce moment-là. Katia ne parvenait pas à s'adapter, ni à la langue, ni à sa nouvelle école, mais ce qui était plus grave, ni à ses nouvelles petites sœurs, en particulier Maggie, la plus grande, qui pourtant lui démontrait une fervente admiration. Ça a été rough. Ça a été rough. On s'attendait à tout, à des crises d'adolescence, on s'attendait à ce qu'à cause des meubles, on s'attendait à tout, sauf à ce qu'elle décide de s'en prendre à celle de 4 ans. C'était d'écraser les doigts avec des bottines, c'était de la pincer en dessous des bras, de la pincer aux parties génitales. C'était poussé en bas de l'escalier. Poussé en bas de l'escalier, même d'un deuxième. Puis à un moment donné, c'est ça, il y avait comme des marches en fer forgé, avec des marches de ciment. Et puis celle de 9 ans poussait celle de 4 ans en bas. On part. C'est parti. Au bout de 2 mois, la situation était devenue intolérable et les Ménard ont pris la décision de se départir de Katia, dont l'adoption n'était pas encore finalisée au Québec. Super. Et bonne. T'as celle de 4 ans qui se dégénère, t'as la responsabilité de cet enfant-là que tu as été chercher, dont tes parents. Tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait, là? Tu sais, tout le monde est malheureux parce que moi, j'ai posé un geste qui était trop émotif, qui était peut-être pas assez raisonné. Après avoir été, selon eux, peu ou mal conseillés par les différents services sociaux, les Ménard se sont tournés vers une concitoyenne prête à adopter Katia. Voilà un enfant qui a connu toute une histoire avant et qui a dû être obligé, dans son orphelinat, de se défendre pour pouvoir survivre. Et donc, qui probablement a pris l'habitude de cogner, qui a pris l'habitude d'un petit caïda, enfin bon, etc., comme souvent dans ces orphelinats pour survivre, quoi. Il arrive et il trouve 2 rivales. Et puis, il va prendre, bien sûr, les habitudes qu'il avait dans son orphelinat. Une manière d'être qui va faire en sorte que un conflit éclate à l'intérieur de ces 3 enfants. Alors, comment juger? Et il y a des enfants qui ne s'attacheront jamais à leur famille et ça peut être invivable pour une famille parce que cet enfant-là va demander tellement de soins ou de besoins et il peut être déménagé dans une autre famille, puis là, ça va bien fonctionner parce que la dynamique va être différente. Selon tous les experts rencontrés, il semble bien que certains enfants ne soient pas adoptables, surtout les plus vieux. Ce sont des enfants souvent qui peuvent être très bien fonctionner en institution, mais pas en famille. S'ils sont adoptés, ils ne pourront jamais s'adapter à une famille. Ils ne peuvent pas accepter un père et une mère. Ce sont des adultes. Ils étaient des adultes à 6-7 ans. Vous savez, les parents, ils se font une image de l'enfant qu'ils vont recevoir. Le beau petit bébé tout rond, tout rose, affectueux, qui va tendre les bras. Et il arrive devant un enfant qui est plus âgé, qui a des gros problèmes, qui ne veut pas se faire approcher, qui ne veut pas se faire prendre, qui leur fait des crises, qui leur fait des... À un moment donné, ça se peut que le fil se rompe. Ils vont l'accompagner par compassion jusqu'à l'âge adulte, mais
Je pense que le fil conducteur est brisé, c'est malheureux, parce qu'ils n'ont pas été supportés là-dedans. Monique Joly et Jacques Danfous savent que les parents de l'adoption internationale sont souvent démunis et ne réussissent pas à trouver des spécialistes qui comprennent leurs problèmes. Eux aussi ont senti le besoin de fonder une grande famille. Ils sont allés chercher 3 petites filles en Haïti. Mais rien n'avait préparé le couple qui pourtant avait l'un comme l'autre une formation psychosociale aux problèmes qu'ils allaient vivre. Une de leurs 3 filles refusait sa nouvelle vie, refusait de se laisser adopter et pour le signifier, elle s'automutilait. Le couple s'est alors tourné vers le CLSC où le travailleur social leur a conseillé d'abandonner leur fille. Moi, je me disais, non, je vais pas lâcher, ça se peut pas, c'est un enfant. On peut pas... Tu parles d'un enfant de 4 ans, là. Un enfant de 4 ans, c'est impossible que son avenir soit tracé à ce point-là. Moi, c'est ce que je me disais. Mais j'étais tellement fatiguée, tellement démunie. On ne dormait plus. On dormait plus parce que notre enfant ne dormait pas. Et quand on la trouvait, c'était écrasée dans un coin de la chambre ou de son garde-robe, puis elle criait, elle hurlait de terreur. On pouvait rien expliquer. On pouvait rien expliquer de son état. Et ça faisait déjà 2 ans et quelques mois que ça durait. Moi, je veux pas non plus que on s'inscrive dans un projet où on cherche des enfants parfaits. Les services sont à peu près inexistants pour les couples avec des enfants qui refusent de se laisser adopter. Même le secrétariat à l'adoption internationale semble impuissant, son mandat étant très limité. Notre rôle, c'est vraiment de vérifier dans quelle mesure ces enfants-là ont été abandonnés. C'est vraiment des enfants qui n'ont pas fait l'objet d'enlèvement ou des choses comme ça. On a facilité la loi pour qu'il y ait plus d'enfants qui rentrent au Québec, mais on a oublié un bout, le bout du support que les parents devaient avoir. Et ça, c'est déplorable. Hey, papa, tiens! Le couple Joly Danfous, qui vit maintenant en Abitibi, a fondé une association de parents adoptants. On s'est dit qu'entre nous, on pouvait se donner ce service-là. Entre nous, on pouvait se supporter. Que si des gens ont besoin d'un répit, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas entre nous? Pourquoi est-ce que moi, j'accueillerais pas chez moi un enfant qui, dans sa famille, a des difficultés? La maman, les parents sont épuisés. Alors, on pourrait l'héberger quelque temps, comme ça, on le sait, entre bonnes mains. La famille de Monique Joly et Jacques Danfous fonctionne beaucoup mieux. Leur fille a cessé ses traitements en pédopsychiatrie. Les cicatrices physiques guérissent bien et les blessures intérieures s'estompent lentement. À la dernière fête des mères, donc, elle me montrait ses plaies parce qu'elle a des cicatrices sur le corps qu'elle avait quand elle est arrivée. Et puis, elle m'a demandé de la soigner. Alors, demander de la soigner, c'était dire, ben, t'es ma mère. C'est le défi des parents en adoption, de se faire reconnaître comme parents. Une fois cette étape-là franchie, le reste, ben, c'est comme n'importe quel autre parent. Ça va de soi, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons moments, il y a des moins bons moments. Elle m'a dit, est-ce que tu vas toujours prendre soin de moi, maman? Alors ça voulait dire, t'es ma mère. Moi, je dirais aux parents on est, oui, vos enfants, mais en même temps, on sera jamais comme vous, tu sais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai jamais aimé la même sorte de musique que ma mère, ou mes goûts sont pas les mêmes. Alexandrine et sa mère ont vécu presque toutes les meurtrissures reliées à l'adoption internationale. Quand j'étais petite, dans la famille, c'était moi qui faisais des spectacles sur la compagnie créole. Puis bon, je l'avais dans le sang, cette musique-là. Ça, c'est ma petite poupée que j'avais dans mes bras quand je suis arrivée. La plupart des enfants de l'adoption internationale ont une boîte au trésor, des objets provenant de leur vie antérieure. Quand je suis arrivée, j'avais mon petit porte-monnaie avec le drapeau de la République dominicaine. Alexandrine, qui a été adoptée à l'âge de 3 ans et demi à la suite du décès de sa mère, conserve elle aussi jalousement toutes les reliques de sa vie en République dominicaine. C'est mes racines. Cette petite boîte-là, ça fait partie de mes racines. Je suis arrivée à l'aéroport, ça j'ai un souvenir vague. Je sais que j'ai demandé dans l'auto
une banana. Là, je voulais une banane. Puis après ça, ma mère, elle me donnait un croissant. Les 4 premiers soirs, je la couchais le soir et elle pleurait pendant 4 heures, 5 heures, jusqu'à épuisement. Mais pas des petits pleurs, des sanglots de chagrin. Puis elle finissait par s'endormir. Je peux vous dire que je pleurais avec elle. Et que je m'en voulais de l'avoir fait venir chez moi. Je m'en voulais. Je me trouvais sans cœur d'avoir enlevé cet enfant-là de son pays. Je cachais de la nourriture en dessous de mon lit. Parce que quand le frigidaire commençait à être vide, j'avais de l'angoisse. Je commençais à stresser parce que je pensais qu'elle allait plus avoir à manger. Elle courait dans la rue, nu-pied, sur le gravier, puis elle était heureuse. Elle sortait dehors, elle allait à la toilette dans le champ en arrière de chez nous. Elle venait pas à la toilette dans la maison, c'était dans le champ. La première fois que j'ai ouvert la lumière, l'électricité, elle connaissait pas ça. Hélène Jonca, qui est institutrice, sait d'instinct qu'il y a un fossé entre l'adoption légale et l'adoption par le cœur. Je ne lui ai jamais demandé de m'appeler maman. Jamais. Alors, elle m'appelait Hélène. Puis, au bout de quelques mois, je l'amenais à l'école. Moi, j'enseignais en maternelle. Je l'amenais à l'école. Puis là, à l'école, elle m'appelait maman devant les élèves. Et dès qu'on était toutes seules, je redevenais Hélène. T'sais, on peut pas demander à un enfant là, d'être tout de suite je suis ta mère, puis ça se passe comme ça. C'est sûr que l'attachement se fait tranquillement, c'est sûr que c'est difficile. L'enfance d'Alexandrine a été sans histoire, bien qu'elle ait été la seule petite noire de son école à Saint-Eustache. Mais c'est à Montréal qu'Alexandrine va passer sa crise d'adolescence. Au secondaire, elle découvre la communauté noire. J'étais avec eux, ils parlaient des Blancs, puis les Blancs, mais moi, j'avais ma mère qui était blanche, puis des fois, j'osais même pas dire que ma mère était blanche. Puis pendant longtemps, eux autres, ils me niaisaient parce qu'ils ont découvert que ma mère était blanche, puis t'es une vendue, t'es ci, t'es ça. Est-elle blanche en dedans, noire à l'extérieur? Alexandrine vit une véritable crise d'identité, écartelée entre deux mondes. J'avais pas de pays à moi non plus, parce que une autre chose, c'est que dans ma famille québécoise, oui, on m'acceptait. J'étais Alexandrine, j'étais pas noire, j'étais la fille d'Hélène, j'étais la cousine, la petite fille, là, tu sais, il y avait pas de couleur. Mais en dehors de ma famille, par contre, c'était complètement différent, que ce soit à l'école, que ce soit la police qui t'arrête pour rien, que ce soit dans les magasins, on te suit partout parce qu'ils ont peur que tu voles. Cette crise qui dure presque 3 ans prend des proportions alarmantes. J'ai fait des fugues, j'ai pris de la drogue. J'étais vraiment... Je l'ai même frappé. Je veux dire, j'étais vraiment pas facile. J'ai essayé de me suicider aussi. Plein de choses. J'étais comme... Je me sentais pas bien, puis je savais pas qui j'étais. J'avais comme 2 personnalités. D'un côté, quand je voyais Alexandrine, j'étais... qu'elle m'arrachait le cœur, cet enfant-là, de la voir dans cet état-là. J'étais là, j'aurais pu fondre là, sur place, tellement m'arracher le cœur. Par contre, quand elle n'était pas là, Seigneur, que je l'avais rentrée dans le mur. Moi, j'ai toujours, toute ma vie, j'ai toujours eu peur d'être abandonnée. J'ai toujours eu peur que ma mère, à un moment donné, elle soit tannée, puis elle me laisse tomber. T'sais. Cette peur du rejet-là est tellement grande que, rendu à l'adolescence, ils vont le projeter. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça, ils vont tester le pont. Hein, le pont qui étant le parent. Est-ce que tu vas m'aimer si je te fais chier? Hein? Est-ce que tu vas m'aimer encore si je te dis t'es pas ma vraie mère? Est-ce que tu vas m'aimer encore si je fais des bêtises? J'ai préparé votre dossier. Certains parents de l'adoption internationale commencent à crier au secours et le gouvernement du Québec à prendre conscience de l'ampleur du phénomène.
Il y a beaucoup de souffrance chez ces parents-là parce qu'ils ont été, dans un premier temps, évalués comme étant des parents parfaits. On leur a dit, vous, contrairement à vous et moi, nous, on n'a pas eu cette évaluation-là, puis on a des enfants, puis on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais eux, on leur a dit, là, vous êtes évalués, on vous a passé, on vous a rencontré pendant 6 heures, 9 heures. On a écrit sur vous, on a dit, vous êtes parfaits. Vous êtes des parents qui êtes capables d'adopter un enfant, puis vous êtes capables de faire face à cette réalité-là sans problème. Le secrétariat à l'adoption a mandaté un groupe de travail pour étudier les problèmes de comportement spécifiques aux enfants de l'adoption internationale. Qu'est-ce qui ressort de l'étude en Hollande à laquelle vous voulez comparer la population du Québec? Que les enfants à l'adolescence ont tendance à avoir davantage de problèmes de comportement tels que rapportés par les parents que les enfants qui n'ont pas été adoptés. La probabilité existe, elle est significative, mais elle n'est pas très élevée. Alors, on s'est dit, si d'abord, ils étaient sensibilisés au départ, ça permettrait à ces parents-là de ne pas se sentir coupables d'aller chercher de l'aide après si jamais il y a un problème qui apparaît. Je vais prendre une Corona. Mais comment faire la distinction entre les problèmes de comportement spécifiques aux enfants qui ont été abandonnés par leurs parents biologiques des problèmes de la crise d'adolescence normale? C'est ça que j'ai mangé l'autre fois. Tous les adolescents ont à se reposer la question du fait que leur corps se transforme, du fait qu'ils acquièrent de nouveaux pouvoirs sur le plan sexuel, mais sur le plan intellectuel, sur le plan musculaire, enfin bon, etc. Ils ont tous à se poser la question, mais maintenant, qui suis-je? Mais à partir du moment où on se pose la question, maintenant, qui suis-je? On se pose forcément la question, mais qu'est-ce que j'ai été? Le pédopsychiatre Michel Lemay, après 40 ans d'études cliniques, estime que le retour aux sources fait souvent partie de la réponse que ces jeunes cherchent. Et là encore, le jeune ne peut pas échapper à ces questions sur son futur. Je l'ai vue partir, puis je vous dis que j'avais le cœur gros, parce qu'elle retournait à ses racines. C'est avec ses grands-parents qu'Alexandrine a décidé de faire un pèlerinage dans son passé. La première chose que je me rappelle, c'est vraiment l'odeur. Je sais pas c'est quoi, c'est une odeur d'épices, de chaleur, vraiment spéciale. Puis dès qu'on est arrivé, c'est ça que j'ai dit à mon grand-père et ma grand-mère. J'ai dit, je reconnais cette odeur-là. Elle a rencontré sa famille. Elle a vu des gens heureux. Même s'ils étaient pauvres, ils étaient heureux. C'est drôle parce que mes parents disaient elle était aussi à l'aise avec sa famille dominicaine que dans les grands hôtels. Elle a passé de l'un à l'autre. Elle était parfaitement heureuse dans les deux mondes. Si je pouvais mettre un endroit, je suis née là, je sais d'où je viens, je suis née là, j'ai déjà marché ici, tu sais. Aujourd'hui, Alexandrine Aubiera-Jonca sait qu'elle n'effacera jamais la réalité. Elle doit faire la paix avec son histoire, ses 2 pays, mais aussi ses 2 noms que sa mère lui a permis de garder. Mon nom en espagnol, c'est Alejandrina Aubiera. Le nom Aubiera, c'est le nom de ma mère biologique. Puis Jonca, c'est le nom de ma mère adoptive. Mais c'est vraiment moi, c'est vraiment mon nom qui m'appartient. Puis ça, c'est quelque chose que je la remercierai toujours de l'avoir gardé parce que je trouve que c'est important. Ouais. On n'a pas les liens du sang, mais à mon avis, on a beaucoup plus que ça. Parce que être mère, c'est pas nécessairement juste les liens du sang qui comptent. Là, on a créé avec le temps l'amour qui fait que c'est des liens d'amour qu'on a créés. C'est beaucoup plus fort que le sang à quelque part.